Merci beaucoup pour ton invitation, Christophe. Bonjour à tous les collègues. Je m'excuse de ne pas pouvoir être là, mais on va partager l'expérience un petit peu dans la suite de ce que vient nous décrire Henri Arthur et nos collègues. Finalement, je vois qu'on est assez en phase et je voulais partager l'expérience plutôt par rapport à la chirurgie de reprise, c'est-à-dire que le patient, une fois opéré, eh bien quand ça se passe pas bien, ce qui est quand même souvent le cas, de savoir comment on pourrait l'adresser. Donc, je vais partager mon écran. Donc, on a bien vu, je ne vais pas revenir sur la revue de littérature qui a été parfaitement exposée en introduction. Euh, Quand on voit la série du GES qui avait été publiée il y a quelques années dans OTSR avec quand même 49 patients opérés, eh bien on voit que presque la moitié des patients, 42%, étaient réopérés. Et ce que je trouve quand même assez préoccupant, c'est de se dire que en fait, il y a 42% des patients réopérés dans les chirurgies de déformation dans le cadre de Parkinson, mais qu'il s'agit souvent de reprises multiples jusqu'à 5 réopérations. Et quand on arrive, on va dire, à ce degré d'invasivité avec des complications, des taux de complications de plus de 200%, à mon sens, il faut se poser la question s'il est réellement judicieux de proposer une opération à ces patients qui sont certes très déformés et certes très gênés. Euh, enfin, en tous les cas, j'ai fait un cheminement personnel qui, je vais vous montrer pourquoi, où je suis beaucoup plus réticent aujourd'hui. Le papier de nos collègues allemands, publié par Heiko Kohler, qu'on connaît bien et qui a une très très bonne expérience. C'est une équipe qui est quand même très très rodée dans tout ce qui est déformation extrêmement complexe de la colonne vertébrale sur eh bien, plus de 20 patients aussi, avec des reconstructions très sophistiquées, avec tous les critères de l'équilibre sagittal qui étaient vraiment bien décrits dans ce papier, montrent que les complications médicales, c'était quand même un patient sur trois en post-opératoire et que les complications chirurgicales, c'était un patient sur deux. Là, encore une fois, même entre des mains très expertes, je crois il faut être très très vigilant et pas se dire que c'est simple, même si on maîtrise, on va dire, toutes les facettes techniques de ce type de chirurgie et de correction de déformation qui n'est strictement pas la même entre un patient non parkinsonien et parkinsonien. J'ai trouvé intéressant aussi ce papier asiatique qui a essayé de regarder les facteurs qui pouvaient finalement influencer un mauvais résultat ou un risque de reprise. Et quand vous regardez un petit peu plus en détail, eh bien, il existe le degré de la pathologie avec le H&Y stage que vous voyez sur le tableau en bas à gauche. Donc plus le chiffre est augmenté en fait en termes de codage, et bien plus la pathologie est sévère. Et vous voyez qu'il y a en termes de révision, qu'il y a quand même beaucoup plus de révision chez des patients avec une atteinte plus sévère. Il existe un autre papier que j'ai trouvé qui regardait si des patients qui avaient une stimulation profonde avaient moins de chances, moins de risques d'avoir des échecs que des patients sans stimulation. Alors bon, c'est des petites cohortes, c'est très difficile de tirer des conclusions à partir de ça, mais visiblement le traitement, on va dire, médical et le degré d'atteinte de la maladie jouent certainement un rôle quand on évalue ces patients en pluridisciplinaire. Et puis après, l'agressivité du geste, quand vous penchez plutôt sur le côté droit, quand on commence à regarder les ostéotomies de correction, les ostéotomies transpédiculaires représentent un risque significatif également. Donc, pour avoir revu la littérature et quand je vous ai écouté sur l'ensemble de la table ronde, pour moi, je crois que même si c'est des chirurgies qui peuvent aboutir à des résultats satisfaisants pour certains patients, je crois qu'il faut quand même mettre un petit bémol à l'indication. Enfin, en tous les cas, moi, je suis quand même fortement revenu dessus et je suis assez réticent. Et je vais vous montrer deux cas de figure de révision et je vais vous montrer comment on les a reprises pour vous donner vraiment les facettes de la prise en charge jusqu'au bout. Premier patient qui a 68 ans, Parkinson traité, un médicament qui a été pris en charge dans la région pour une fracture de L4 et chez qui il a été réalisé une ostéosynthèse L2, L3 avec des compressions, reprise dans ce premier hôpital pour infection du site opératoire, complications respiratoires majeures en post-opératoire avec réanimation, vous voyez le scan et la radio thoracique. Reprise chirurgicale sur patient déjà décomprimé
avec lavage et drainage, paraplégie post-opératoire. Troisième chirurgie de reprise avec prolongation du montage jusqu'à la charnière thoracolombaire. Et in fine, un démontage proximal avec une nécrose de l'ensemble de la couverture musculaire chez un patient déjà relativement frêle, avec une exposition du matériel d'ostéosynthèse. Et c'est dans cet état qu'on nous l'adresse pour sa dernière chance. Alors je peux vous dire que quand on vit ce genre de situation, on réfléchit à deux fois s'il faut opérer les patients, du moins pour de la chirurgie élective, et jusqu'à quel degré. Henri Arthur nous a montré très clairement qu'il y avait tout un éventail d'opérations qu'on peut faire, hein, sur de la chirurgie minimale invasive tubulaire, jusqu'à du très gros montage. Mais voilà. Donc ce patient arrive à notre consultation avec ce type de montage. Alors évidemment, dans un cas de figure de fracture, de traumatologie, c'est pas une chirurgie élective, hein. Mais vous voyez que très clairement, il existe un problème à la partie supérieure du montage avec une nécrose complète du matériel qui est flottant et qui est exposé à l'extérieur. Et donc un patient qui a une instabilité mécanique, qui a un problème septique et qui a un problème de paraplégie en plus de son Parkinson. Quand on regarde l'imagerie osseuse au scanner, eh bien, on confirme très vite qu'il existe un rachis probablement déminéralisé avec une nécrose de la partie supérieure, un démontage complet et un liseré autour de la partie distale également. Moi, chez un patient qui reste finalement alité. Mais toujours est-il que le matériel est à l'air et qu'il faut le reprendre. Donc, c'est des situations complexes et vous voyez que c'est là où il faut ensuite opérer sur une demi-journée, voire une journée avec des confrères chirurgiens plasticiens où on a été emmené à reprendre l'ensemble du montage avec des techniques de cimentoplastie sur la partie supérieure prolongée, des techniques de cimentoplastie sur les étages adjacents, sur le rachis non instrumenté pour avoir un gradient de rigidité entre un rachis très rigide, instrumenté versus ostéoporotique, pour lequel on a repris le montage jusqu'au bassin avec un système double tige et in fine, qui a été opéré par les chirurgiens plasticiens avec un lambeau DICAP pour pouvoir couvrir l'ensemble de la partie exposée et qu'on n'aurait pas pu refermer tout simplement avec une chirurgie toute simple orthopédique rachis. Se pose la question chez ce genre de patient qui reste très frêle, est-ce qu'il faut aller retoucher et combler le gap antérieur sur L4? Vous voyez que il y a une vertèbre qui est complètement nécrotique. Et il a été fait le choix de faire dans un deuxième temps opératoire, avec un peu de délai pour laisser récupérer au mieux le patient, une reconstruction avec une cage de corporectomie sur une lombotomie gauche par un abord rétropéritonéal. Donc vous voyez qu'on a un recul qui là est de plus de 2 ans, mais in fine, on a un patient qui reste assis, qui marche toujours pas et qu'on a pu sauver tout simplement, on va dire, de sa complication ou de ses complications septiques qui auraient été fatales sur le long terme. Mais il est sûr que c'est une forte situation de compromis. On ne peut pas parler de bons résultats, même si le montage, si les vis sont là où il faut, si l'équilibre est à peu près correct. Enfin, moi, ça me laisse assez. Enfin, moi, je suis assez réservé par rapport aux indications initiales en connaissance de la lourdeur de reprise chirurgicale chez ce type de patient. Deuxième patient, ici, chirurgie élective. Donc, on a entendu le syndrome de Pise et la camptocormie est l'élément clé chez ces patients qui ont un déséquilibre frontal souvent réductible, chez qui très clairement la rééducation fonctionnelle à sa place, chez qui les corsets, je pense, ont quand même leur place, notamment sur des matériaux composites souples qui sont peut-être moins contraignants sur des corsets rigides type Vésinet, mais qui peuvent réellement être un élément important. Toujours est-il que ce patient a bénéficié d'une chirurgie dans le service de type T2 bassin. Vous voyez, donc patient souple ici, au bending se réduit parfaitement, qui a essentiellement un problème musculaire paravertébral avec dystrophie graisseuse. Donc ce type de chirurgie avec, bon, on peut dire une amélioration de l'équilibre sagittal,
mais qui reste quand même, en termes de marche et de résultats fonctionnels, relativement modérés, j'ai envie de dire, marche à petits pas avec une qualité de vie pas forcément très améliorée. À 4 ans de recul, dans le suivi, vous voyez déjà sur le scanner du côté gauche un petit liseré, un montage toujours en place, et puis arrive le moment où eh bien, le montage travaille en fatigue, même avec des petits liserés sur la greffe osseuse qui barre est relativement solide. Où ben, on vous rappelle en catastrophe pendant l'été où bien entendu personne n'est là et puis on peut reprendre les patients en urgence avec des démontages, des ruptures de matériel, une récidive majeure et là tout le monde s'affole, il faut faire quelque chose. Donc là aussi, alors comment reprendre ce genre de situation? Évidemment, on n'a pas envie de reprendre un T2 bassin entier. J'ai un patient qui a maintenant plus de 70 ans, un Parkinson qui est plus équilibré que ça. Et là, ça relève vraiment d'éléments relativement sioux. Le double temps antérieur-postérieur me paraît quand même à éviter. Et c'est là où il faut faire appel, on va dire, à un peu d'imagination et panacher, on va dire, des techniques pour rééquilibrer l'équilibre coronal, adresser le problème de stabilité sur la pseudarthrose. Donc le problème de pseudarthrose avec une fusion intersomatique postérieure et donc par voie postérieure avec TELIF, et le rééquilibrage avec un système double tige, double vis iliaque avec un système de tige béquille, c'est ce qu'à la SRS, nos amis américains appellent le kickstand rod, qui devient un petit peu à la mode outre-Atlantique, mais qui permet avec une distraction sur une tige additionnelle, vous voyez, de faire une distraction pour rééquilibrer au mieux la partie coronale et on aboutit avec dans la zone de haute densité avec un montage vraiment sur mesure entre 5 à 6 tiges. Voilà. Donc, juste pour vous donner un peu un retour sur mon vécu avec le Parkinson, pour avoir opéré en première intention, avoir fait la reprise de mes patients, la reprise de patients venant d'ailleurs. Euh, je, Ma conclusion, c'est plutôt cette slide. Il faut vraiment poser l'indication avec beaucoup de bémols. Je vous remercie.